présenté donc, des variants hétérozygotes du gène ZBTB7A qui provoquent un trouble du neurodéveloppement associé à une hyperplasie lymphoïde pharyngée, une macrocéphalie et une hémoglobine fœtale élevée. Donc pour nous, tout a commencé avec ce patient. C'est le 3e enfant d'un couple non apparenté. La grossesse et l'accouchement se sont déroulés normalement. Au niveau du neurodéveloppement, il présentait des troubles spécifiques des apprentissages, notamment au niveau de la coordination, de la lecture ou de l'écriture. Il avait un retard de langage assez important, par contre un retard d'acquisition motrice plutôt modéré. Au niveau de ses particularités ORL, il avait une hypertrophie amygdalienne bilatérale qui lui causait de nombreuses infections des voies aériennes supérieures et du coup il a bénéficié d'une amygdalectomie. Il présentait aussi un CIA ostium secundum, une grande taille et une macrocéphalie modérée et une dysmorphie légère, comme vous pouvez voir. Donc, au niveau des examens génétiques qu'on a fait, il a bénéficié d'une CGHRI qui était négative. Et devant le tableau qui était peu spécifique, il a été inclus sur les plateformes de séquençage du génome, donc Sequoia pour Tours. Et ce génome a mis en évidence un variant faux sens du gène ZBTB7A qui était de novo, prédit délétère par l'ensemble des logiciels de prédiction et absent des bases de données de population générale. Donc le gène ZBTB7A, il est positionné sur le chromosome 19, en position 19p13.3. Son nom original, c'est Pokémon, pour POC érythroïde myéloïde ontogénique factor. Et il code la protéine du même nom, donc la protéine ZBTB7A, qui appartient à la famille protéique POC ZBTB, pour les différents domaines finalement dont elle se constitue. Le premier domaine, c'est le domaine BTB, qui sert à la formation de dimères, donc homo ou hétérodimères, et ainsi que aussi l'interaction de différentes protéines, notamment de la famille POC. Il y a aussi 4 domaines en doigt de zinc qui servent à la liaison à l'ADN et un dernier domaine de signal de localisation nucléaire qui va faire que la protéine s'exprime en intranucléaire et du coup selon le tissu ou le micro-environnement elle n'apportera pas tout à fait les mêmes impacts. Donc finalement le rôle principal de ZBTB7A c'est d'être un répresseur de la transcription des gènes qui sont impliqués dans la prolifération et la différenciation cellulaire. Et ces deux processus, finalement, quand ils sont dérégulés à un état somatique, ils peuvent donner des cancers et à un état constitutionnel, ils peuvent donner des troubles du neurodéveloppement, par exemple. Donc le gène ZBTB7A, il a surtout été décrit au sein de la microdélétion 19p13.3, qui a été décrite pour la première fois en 2010 par l'équipe de Al-Kateb. Et au fur et à mesure des différentes descriptions et des études, il y a une région d'intérêt de 3 gènes qui s'est décrochée, donc PIAS4, ZBTB7A et MAP2K2. Tous les patients qui présentaient cette microdélétion avaient un phénotype assez similaire, à savoir une déficience intellectuelle avec un retard des acquisitions, une macrocéphalie, un syndrome d'apnée du sommeil, une dysmorphie faciale qui comprenait un front bombant, un hyperthéorisme, des anomalies des oreilles ou encore une arête nasale qui était large. Et ils pouvaient avoir d'autres anomalies organiques, cardiovasculaires, ORL ou encore digestives. Les 2 autres gènes qui faisaient partie de cette région d'intérêt, c'est le gène MAP2K2 qui est connu au sein du syndrome CFC, qui a été longtemps considéré comme le gène qui était responsable des troubles du neurodéveloppement de ces patients. Mais finalement, le phénotype est bien distinct, même s'il y a un chevauchement avec le syndrome CFC. Le gène PIAS4, c'est un gène candidat pour expliquer la macrocéphalie. Donc finalement, il n'y avait qu'un seul papier qui rapportait une mutation ponctuelle au sein de ZBTB7A, un papier qui datait de 2019 de l'équipe de Oishi, c'était un petit garçon qui présentait un trouble du neurodéveloppement. Donc finalement, avec ce variant qui était très intéressant et l'implication de ZBTB7A dans la microdélétion 19p13.3, on a regardé sur GeneMatcher et on a vu qu'il y avait une équipe norvégienne, l'équipe du Dr Van der Lip, qui faisait un appel à collaboration. Du coup, cette cohorte, elle se comporte finalement de 12 patients. Donc, je vous ai remis là toutes leurs mutations. Il y a tout type de mutations, des non-sens, des faux sens, des frameshifts, et qui, on suppose, amènent tous à une haploinsuffisance, puisqu'on voit que le gène est très intolérant aux faux sens avec un Z-score à plus de 4, et également intolérant à la perte de fonction avec un PLI à 0,96. Donc au niveau de la description phénotypique de ces patients, donc les 12 patients présentaient un trouble du neurodéveloppement variable. Dans la plupart des cas, il y avait un retard de développement, dans plus de 80% des cas. Un déficit intellectuel qui était par contre plutôt modéré. Ils avaient, dans la quasi-totalité des cas, une macrocéphalie, qui était finalement le seul
la seule caractéristique dysmorphique de ces patients. Et ils pouvaient aussi avoir des traits autistiques dans plus de la moitié des cas. Ces troubles du neurodéveloppement, ils peuvent finalement s'expliquer par l'interaction de ZBTB7A avec la voie Notch, qui de manière physiologique réprime Notch. Et du coup, on comprend bien que quand il n'y a plus ZBTB7A, Notch va être surexprimé de manière aberrante et le neurodéveloppement sera perturbé. Les 12 patients ils présentaient également une hyperplasie lymphoïde pharyngée. Donc, je vous ai remis l'IRM cervical du patient numéro 1 de la cohorte, ainsi que une coupe histologique. Donc, ici, on voit les végétations très augmentées de volume, et ici aussi, ça apparaît bien, sur l'histologie. Et donc, en fait, tous ces patients, ils avaient cette hyperplasie lymphoïde pharyngée qui est bénigne, dans le sens où ce n'est pas quelque chose de cancéreux, mais qui était en fait très pourvoyeuse d'infections à répétition, de syndrome d'apnée du sommeil, et du coup ils ont quasiment tous bénéficié d'une amidalectomie. Et ce patient d'ailleurs, le patient numéro 1, a bénéficié de plus de 17 interventions avant l'âge de ses 13 ans. Et enfin, la dernière chose, c'est la persistance de l'hémoglobine fœtale, qui s'explique de manière assez facilement par le fait qu'en anténatal, l'hémoglobine fœtale s'exprime de manière physiologique. Et au moment de la naissance, il y a un switch de l'hémoglobine fœtale vers l'hémoglobine adulte. En fait, c'est lié à deux gènes, BCL11A et ZBTB7A, qui agissent de manière indépendante. Et du coup, on comprend bien que s'il n'y a plus ZBTB7A, l'hémoglobine fœtale va être augmentée. Ce qui va faire qu'il y aura plus de 2% d'hémoglobine fœtale au-delà de 6 mois. Et enfin, il y a d'autres petites choses de manière plus anecdotique qui ont été déjà décrites. Donc un surpoids assez fréquent, mais également des hernies ombilicales et inguinales. Et au niveau cardiovasculaire, CIV, CIA et persistance du canal artériel, mais c'était dans une seule famille. Donc il y a probablement d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que ces patients qui présentent un variant, une mutation au sein du gène ZBTB7A, ils ont tous une hyperplasie lymphoïde qui est bénigne, mais très pourvoyeuse, donc soit d'infection ORL récurrente, soit d'apnée du sommeil, donc souvent qui conduit à la chirurgie, récidivante parfois. Ils ont tous des troubles du neurodéveloppement variables, avec un retard mental qui est quand même modéré. Et ils présentent également, pour quasi la totalité, une macrocéphalie. Et ce à quoi il faut faire un petit peu attention, qui est assez spécifique, c'est cette hémoglobine fœtale qui est élevée, donc il faut penser à les doser. Voilà, donc je voulais remercier l'équipe française, donc surtout le service de génétique de Tours et le service de pédopsychiatrie, de même que ceux qui ont permis de trouver ce variant au niveau en génome, donc l'équipe de Sequoia. Également l'équipe norvégienne, donc le docteur Van der Liep, qui finalement a coordonné toute cette étude, et tous les autres qui ont permis à cette étude de voir le jour. Bravo, merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour votre présentation, c'était très très bien. Juste un point de détail, sur quelle préindication vous êtes passé sur Sequoia? DI? Non. DI? Non, c'est Malfo sans DI, mais et la Malfo, c'était quoi? La macrocéphalie? Enfin non, vous êtes passé, c'est très bien. Parce que comment fait-on pour passer quand on a... Voilà, c'est ça la question. C'est le syndrome dysmorphique sans DI, même s'il n'était pas très... Ok, d'accord, non, super. Très bien, bravo.